Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. La journée mondiale contre les brevets logiciels est célébrée ce 24 septembre. Elle a été décrétée depuis 2008 afin de limiter la portée du droit des brevets et protéger les petites entreprises contre les effets dévastateurs des brevets. On parlera également des abeilles, ces petits insectes qui fabriquent du miel. Elles vivent en colonie et travaillent pour la survie de leur groupe, un mode d'organisation au sein duquel les rôles sont bien définis. En Afrique du Sud, la vente des cornes de rhinocéros fait débat. Au cœur de cette polémique, la commercialisation des cornes de l'animal qui pourrait, selon un éleveur, faire progresser ses activités, un avis que ne partagent pas les écologistes. On ouvre cette édition par la journée contre les brevets logiciels. C'est depuis 2008 qu'une coalition de plus de 80 sociétés du secteur de l'informatique, des associations et même des développeurs indépendants menés par la Fondation pour une infrastructure informationnelle libre a décrété le 24 septembre comme journée mondiale contre les brevets logiciels. Cette initiative fait suite à une action initiée par le Parlement européen le 24 septembre 2003, nous dit Rodrigue Babagbeto. 24 septembre 2008. Plus de 80 sociétés du secteur de l'informatique, des associations ou même des développeurs indépendants se mettent en coalition avec à la tête la 2F2I, Fondation pour une infrastructure informationnelle libre. Objectif, demander l'arrêt définitif des dépôts de brevets logiciels dans le monde. Cette initiative fait suite à une action initiée par le Parlement européen 5 ans auparavant. Le 24 septembre 2003, les parlementaires européens adoptent une série d'amendements pour limiter la portée du droit des brevets. Tout de suite, l'inquiétude se fait grande au sein des utilisateurs, des hommes d'affaires et des développeurs. Pour eux, l'octroi de brevets logiciels par les offices de brevets à travers le monde affecte la liberté d'innovation. Le même jour, une pétition mondiale ne tarde pas à être lancée pour demander de stopper la délivrance de brevets logiciels. La première édition de la Journée mondiale est donc célébrée, assortie de demandes spécifiques supplémentaires pour certaines régions telles que l'Europe, les États-Unis ou l'Inde. L'objet de la revendication est sans appel. L'arrêt pur et simple des brevets logiciels, Stop Software Patents. L'objectif à travers cette journée est de rassembler à l'échelle mondiale une coalition mêlant le monde des affaires et la société civile afin d'obtenir des lois qui excluent clairement les logiciels du champ de la brevetabilité. C'est la meilleure solution pour se débarrasser des trolls et des risques juridiques incontrôlables engendrés par les brevets logiciels. Le jour où l'industrie du logiciel dressera un front net contre les brevets logiciels marquera le début de la fin des trolls. À quand cette fin? Difficile de le dire. Le Conseil des ministres de l'Union européenne subit une influence considérable des offices nationaux de brevets et s'acharne alors à vouloir légaliser en Europe les brevets logiciels. Les offices européens continuent à accorder les brevets logiciels et brevets sur les méthodes d'affaires sans l'approbation du législateur par une interprétation créative de la Convention européenne sur les brevets. Les organisateurs comptent célébrer cette journée mondiale chaque année. Pour voir cette célébration s'arrêter, des clarifications essentielles doivent être apportées en droit national pour mettre un terme à la délivrance de brevets logiciels et à leurs effets sur l'économie numérique. Connaissez-vous la vie des abeilles, cet monde extraordinaire, méconnu et pourtant riche d'enseignements? Elles forment une société très structurée qui s'apparente à une grande entreprise. Au sein d'une ruche, des milliers d'abeilles cohabitent et s'entraident pour un objectif commun, la survie de la colonie. C'est une communauté très organisée. Une colonie d'abeilles contient quand même des milliers d'individus. On dit qu'au moins à partir de 40 à 70 000 individus sont dans une colonie d'abeilles. Dans une colonie, il y a la reine qui gouverne tout.
Après la reine, donc il y a surtout le rôle de pondre et d'organiser la communauté. Il y a les ouvrières qui travaillent, qui font tout. Il y a les faux bourdons. Et chacun a son rôle dans la communauté et ça fonctionne pour produire le miel et beaucoup d'autres produits de la ruche, tels que la cire, il y a la propolis, la gelée royale, etc. Les mâles qui sont les faux bourdons ont surtout un rôle d'accouplement. Et bon, je ne les envie pas. Après un accouplement, le mâle, il est fini. Et quand la communauté s'organise et fait de la réserve, à la fin, eh bien, les ouvriers les poussent au dehors de la colonie et ferment la ruche, ce qu'on appelle le massacre des mâles. C'est quand même important parce que sans l'accouplement avec la reine, on ne pourrait pas avoir de jeunes parce que c'est une communauté qui se renouvelle très rapidement. Et donc, pour qu'on ait une abeille adulte, c'est une affaire de quelques jours. Donc il faut que la femelle, la reine, puisse pondre continuellement. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'après l'accouplement qui se fait dans le vol nuptial, la femelle, donc la reine, peut pondre pendant 1 à 3 ans des œufs fertiles. Vous voyez, c'est merveilleux. Les abeilles piquent en général pour défendre leur quiétude, pour défendre leur réserve. Parce que le miel qui est produit en réalité, c'est pour passer la mauvaise saison. Et nous allons voler. Donc quand les abeilles se sentent perturbées, maintenant si vous allez aussi dans leur environnement parfumé, ça leur donne une idée qu'on a des fleurs avec leur senteur. Donc, ça fait partie des choses qui les orientent dans la recherche de nourriture, donc elles peuvent venir à vous. Mais c'est en tournant autour, si vous menacez, tuez, vous chassez, bon là c'est en ce moment-là qu'elles se sentent agressées. Et ce qui est dangereux, c'est que quand vous en écrasez une, tout le monde vient à vous parce que désormais vous portez l'odeur. Venons-en maintenant à la culture. Le Bénin dispose de plusieurs monuments historiques qui jouent un rôle prépondérant dans le maintien de l'histoire et dans la valorisation de la culture et du tourisme. Que peut-on faire pour mieux entretenir ces biens culturels, matériels et quelles sont les probables opportunités qu'ils apportent au Bénin lorsqu'ils seront reconnus dans le patrimoine de l'UNESCO? Plus de détails dans ce reportage. Ces patrimoines immatériels sont chargés de symboles. Ici, il s'agit des monuments, places et sites historiques. Ils sont souvent érigés en mémoire d'un héros ou d'une histoire. Les monuments représentent des biens patrimoniaux. Les monuments ici représentent des espaces où on va à la source de notre culture, de notre civilisation. Ils représentent aussi des intrants qu'on peut mettre en valeur à travers des activités comme des activités en rapport avec le tourisme. Vu l'importance de ces biens immatériels dans la vie d'une société, il s'avère nécessaire qu'on leur accorde un soin particulier. Il faut affecter la gestion de ces sites-là à des ressources humaines qualifiées, compétentes. Et quand vous voyez par exemple l'espace Place des Martyrs, vous voyez les statues qui sont en bronze. Voilà, ces statues devaient être entretenues, donc nettoyées de façon périodique, etc. Et donc, cela appelle l'intervention d'un technicien qui sait nettoyer. Voilà. Et aussi, ça appelle aussi la mobilisation de ressources pour pouvoir faire le travail. À Cotonou, on peut énumérer près de 25 sites historiques et monuments, mais aucun d'entre eux n'est inscrit au patrimoine matériel de l'UNESCO. Quels sont alors les critères d'éligibilité? Il est question de voir quelle est l'importance ou le rôle que ce site ou monument a ou joue dans la culture de la communauté donnée. Quelle est la place que la communauté accorde à ce site ou à ces monuments? Si les monuments et les sites historiques du Bénin sont bien entretenus et intégrés au patrimoine de l'UNESCO, le Bénin en tirerait un bénéfice certain. Lorsqu'un site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial, c'est une ouverture pour drainer suffisamment de touristes. L'UNESCO envoie des experts, des techniciens pour apprécier, assister, rendre plus dynamique toutes les actions qu'on mène pour l'entretien ou la gestion de cet espace ou de ce site. Par période, l'équipe qui gère le site peut soumettre des dossiers d'accompagnement financier et bénéficier de ce soutien de l'UNESCO ou d'autres partenaires qui interviennent dans le secteur. Vous savez, l'Afrique a un fonds, le Fonds africain de développement du patrimoine, qui est là. Et donc, dès que le projet est validé, ce fonds vient pour renforcer ou accompagner l'initiative. Les sites et les monuments participent à la promotion du patrimoine culturel de par leur diversité.
Ils ont ainsi besoin d'une conservation pour retracer le passé aux générations futures. L'actualité internationale nous est présentée dans Eco Inter par Rodrigue Babakbeto. De grandes réalisations s'annoncent à Madagascar. Le 20 septembre dernier, le pays a signé avec la France 2 accords de financement. Le premier est relatif à un projet dans le secteur hydroélectrique. Le manque d'électricité à Madagascar fait partie des freins à l'investissement. Le Trésor français va donc investir 35 millions d'euros pour augmenter le taux d'électrification. Ce taux est aujourd'hui de 15% et il pourra passer à 50% d'ici 2023. L'autre projet concerne le développement des transports urbains. Il sera financé par un prêt de 116 millions d'euros consenti par la France. Il va permettre la construction de 2 téléphériques à Antananarive, une capitale congestionnée. Le prix des engrais azotés a bondi et les autres engrais suivent aussi la même courbe ascendante. C'est l'une des conséquences de l'augmentation du prix du gaz, un coup dur pour les agriculteurs qui ne cessent de repousser leurs commandes. Or, pour la plupart des paysans, il est difficile de se passer de ces engrais azotés faute de voir leur rendement chuter. Sans lien direct avec le gaz, le prix de la potasse, un autre engrais, a lui aussi doublé entre avril et aujourd'hui. Les pays les plus touchés sont ceux qui importent la quasi-totalité de leur engrais. C'est le cas en Afrique de l'Ouest notamment. Le continent subit par ailleurs de plein fouet les hausses du prix du fret maritime. Résultat, l'engrais manque dans plusieurs pays comme le Sénégal, le Mali ou encore le Burkina Faso. Va-t-on vers la fin du charbon en Chine? Le président chinois Xi Jinping a déclaré devant l'Assemblée générale des Nations unies vouloir cesser de financer la construction des centrales à charbon à l'étranger. Pourtant, le pays est toujours le premier consommateur et a du mal à se défaire de cette matière fossile très polluante. Le charbon assure à la Chine la sécurité énergétique. Cette matière fossile est abondante et bon marché pour alimenter la machine industrielle chinoise qui tourne à plein régime dans un contexte de forte reprise économique. Et pour satisfaire ses besoins énergétiques, l'Empire du Milieu a mis en service de nouvelles centrales à charbon et même rouvert des mines fermées. Toujours en Inter, la chasse aux rhinocéros divise écologistes et éleveurs en Afrique du Sud. Si pour certains, ces cornes ont des vertus médicinales, donc très recherchées pour alimenter le trafic, les écologistes mènent une lutte anti-braconnage. Le reportage de nos confrères de France 24 nous plonge au cœur de cette polémique. Devrait-on pouvoir vendre des cornes de rhinocéros? Le débat fait rage en Afrique du Sud. Le plus grand éleveur de rhinocéros du pays coupe régulièrement les cornes de ces animaux. Cela ne leur fait pas mal et elles repoussent. La vétérinaire de la ferme explique les raisons d'une telle opération. Pour nous, c'est une mesure de sécurité. C'est pour éloigner les braconniers, car on a tellement de rhinocéros ici. On essaie de dissuader les braconniers en enlevant régulièrement les cornes. Cet élevage appartient à John Hume. Il possède près de 2000 rhinocéros. Il affirme que c'est une activité très coûteuse et qu'il pourra seulement continuer si on l'autorise à vendre leurs cornes. En Asie, elles sont très prisées. Sur le marché noir, elles coûtent $65 000 le kilo. Si le gouvernement m'aidait à exporter les animaux ou leurs cornes, ou m'aidait à faire une usine qui transformerait les cornes en bijoux ou en médicaments, alors cette ferme s'agrandirait et accueillerait de plus en plus de rhinocéros. Mais les écologistes estiment qu'il sera impossible de différencier sur le marché les cornes légales de celles obtenues par des braconniers. Ils disent aussi qu'il faut surtout défendre les rhinocéros sauvages et qu'il n'y aura jamais assez de cornes pour satisfaire la forte demande à l'international. En Asie, beaucoup pensent à tort que les cornes ont des vertus médicinales. Ainsi se referme cette édition que vous pouvez suivre à nouveau sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bg.